Je vais en revenir pour continuer quand même ma petite chose. Donc, tous ces gens, finalement, qui prennent des décisions pour nous, notamment en matière de pension et de rémunération, moi j'avais fait le calcul, et je l'ai ici. J'ai fait tout le calcul, je vais vous le dire rapidement parce que je l'avais déjà présenté. Donc le commissaire touche un salaire de base de 20 667,20 €, une indemnité de résidence de 15% du salaire, donc c'est minimum 3 100 €, une indemnité de représentation de 607,71 €. Il faut savoir que les 607,71 €, c'est hors frais professionnels. Donc quand c'est pour aller à des réunions, etc., ce n'est pas, ça passe dans les remboursements de frais, ça. Donc ce qui nous fait un total mensuel de 24 380 €. Il y a une prime de début de fonction de 2 mois de salaire de base, donc 41 334, une prime de fin de fonction à 20 600, donc c'est un mois de salaire, des allocations familiales pour 1033 € par enfant. Voilà, donc j'ai fait le calcul pour le mois numéro 1, donc le gars qui obtient le poste de commissaire à la Commission européenne. Il a le poste, le mois numéro 1, il touche 24 374 €. Il touche une prime de début de fonction de 41 000 € et des allocations familiales de 2 066 €. Donc le gars, il va se retrouver avec 67 800 € sur son compte le premier mois. Ensuite, il va toucher pendant les 5 années suivantes, donc ça fait pendant 58 mois, il va toucher 24 374 € par mois. Et le mois du départ, il va toucher 47 000, donc le salaire, la prime de départ et les allocations familiales. Donc le coût d'une législature pour un commissaire, c'est 1 965 000 €. Alors, ça c'est encore rien, parce que les gens pensent finalement que ça s'arrête là. Mais c'est vrai que les salaires, finalement, bon, on peut trouver quand même mieux payés dans des boîtes. Je sais que pour certains, c'est des énormes salaires, mais enfin bon, le problème, c'est pas tellement la hauteur du salaire, c'est le niveau de taxation et la façon dont ils sont répartis, parce que les indemnités de représentation, etc., c'est pas taxable, donc ils se sont bien arrangés, mais on le verra de toute façon plus loin. Maintenant, il y a les frais de remboursement, et là, vous allez voir qu'ils vivent très bien à la Commission européenne pour des gens qui nous disent de faire des économies tous les jours, quoi. Barroso, le président Barroso, en 2009, pour 200 jours de déplacement, plus de 730 000 € de frais. Fait 3 650 € par jour. Tous les jours qu'il va travailler à l'extérieur, c'est 3 650. Je ne sais pas ce qu'il fait. Alors, l'ancien commissaire Ferrero Waldner, Relations extérieures, 434 000 € sur l'année. Et le commissaire le moins dépensé, je pense que c'était le lituanien, il avait dépensé pour 50 000 € en frais de mission. Voilà, 50 000 €, ouais. Alors, un autre type d'exemple, on a discuté beaucoup sur Van Rompuy, que c'était scandaleux qu'on lui payait des indemnités pareilles. Mais bon, il faut savoir que ces rémunérations-là, c'est pour les 28 commissaires, donc c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Maintenant, c'est valable pour tous ceux qui quittent la commission, c'est pas uniquement parce qu'il était président qu'il a touché ça, puisque les calculs que je viens de vous donner, en fait, sont valables pour tout le monde. Alors, par exemple, le président Van Rompuy, en plus de son salaire et de ses 20 000 € et de tout ce qui va avec, il disposait de 35 membres de cabinet, 3 huissiers, des conseillers, 2 chauffeurs, 28 fonctionnaires pour le protocole, 10 gardes du corps. Le montant est estimé à 125 000 € par mois. 125 000 € par mois. Pendant 5 ans, ça nous a coûté. Au peuple européen, puisque pour une fois qu'on veut bien être européen, ben là c'est sûr qu'on a tous payé, quoi. Ça, c'est certain. Mais alors le pire, ce sont les pensions, parce que ça, franchement, ça me dégoûte vraiment. Donc ils ont droit à 0,0472% de leur dernière rémunération, ce qui nous donne, en fait, par année de travail, ils ont droit à 883 € jusqu'à la fin de leur jour. Voilà. Et la période après 6 ans, donc si vous travaillez 6 ans, vous avez droit à 5 300 € ad vitam aeternam. Donc je vais dire ici, par exemple, vous travaillez à la commission, donc là vous aurez empoché, finalement, sur les 5 ans de mandat, vous aurez empoché 2 millions d'euros. Et alors vous partez, et c'est pour ça que c'est intéressant de travailler à la commission, parce qu'il ne faut pas travailler longtemps pour avoir beaucoup. Donc vous avez une indemnité de période de transition pendant 3 ans. Pendant 3 ans, vous allez continuer à toucher 11 366 € sans rien faire. Et ensuite, vous allez toucher jusqu'à la fin de vos jours une pension de 5 301 €. Alors, cette pension, en plus, ils ne payent pas de cotisation, juste pour leur propre pension, mais bon, étant donné que les 0,4, etc., le pourcentage dont ils sont
qu'on leur prend à la base est, valable, est directement valable sur la pension. Donc, au bout s'ils travaillent 5 ans, au bout de 5 ans, tout ce qu'ils ont mis de côté est parti. Or, il est clair, moi j'ai fait la moyenne, ces gens de la commission, ouais, c'est intéressant d'en parler, ils ont une moyenne d'âge de 60 ans en fait. Et ils sont tous restés, donc j'ai fait la moyenne sur les 28 commissaires, ils sont restés 6 ans. Donc ils nous pètent sur notre système de pension qui est impayable. Moi j'ai simulé un peu leur système de pension à eux. Donc j'ai regardé le coût de la commission de 2009 à 2013, on arrive à 46 millions. 1 648 000 parce que je l'ai remis sur 5 ans ici. Fois 28 commissaires, 46 millions c'est le coût annuel, hors remboursement de frais et indemnités diverses. Ensuite le coût de la retraite avec une espérance de vie à 79 ans, parce qu'il faut savoir qu'une fois que la commission 2009-2013 s'en va, on leur paye pendant les 3 premières années la pension de transition à 13 ou 14 000 euros. Et puis on continue à leur payer la pension de 5 000 euros ad vitam aeternam. Ce qui veut dire qu'au bout du quinquennat suivant, la commission maintenant Juncker va sortir aussi, va toucher, et bon, ça va se cumuler. Donc j'ai regardé, donc, en 2009-2013, ça leur coûte 46 millions. En 2014-2019, ça passe à 60, forcément, il faut payer les retraites de ceux d'avant. En 2020-25, ça passe à 68, donc 46, 60, 68. En 2026-2030, 75 millions. Et alors, en 2030-2035, donc là, la commission Barroso aura 80 ans. Donc moi, j'ai arrêté à l'espérance de vie de 79, donc ils avaient encore droit à 4 ans de pension. Et donc on arrive à 80. Donc ce qui veut dire que sur 1, 2, 3, 4, 5 législatures, le coût est passé de 46 millions à 80, donc quasiment doublé. Après, normalement, ça devrait se stabiliser, puisque, à moins qu'on augmente l'espérance de vie, je n'en sais rien. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, c'est quand j'explique tout ceci avec les pensions, cette mesure-là n'est pas valable uniquement pour les 28 commissaires. C'est valable pour l'ensemble des fonctionnaires de la Commission européenne. La Commission européenne, c'est 37 000 personnes. 37 000 personnes qui ont droit à ce système. 37 000. Ça, il faut le savoir. On a l'impression que finalement on est scandalisé pour Van Rompuy, etc. Ce qu'il y a, c'est que les autres y ont droit aussi, pas à des montants pareils, évidemment, mais je veux dire, le gars qui gagne 2500 euros, on divise finalement les indemnités que je vous ai données, et le mec, au bout de 10 ans, il a droit à une pension de... ici, après 6 ans, ce serait une pension de 530 euros après 5 ans. Donc c'est déjà pas mal. Hein. On comprend qu'ils veulent que l'Union européenne continue. Voilà, c'est ce que je vois. Et alors, ici, moi j'avais vu que le Financial Times of Deutschland, qui est un journal très sérieux, avait estimé le coût de la commission annuelle à 1 milliard d'euros. Et très sincèrement, ça ne m'étonnerait pas. Alors, par contre, ils nous demandent aussi, tous ces gens-là nous demandent de simplifier les administrations, qu'il y a trop de services, etc. Moi, j'ai regardé un petit peu au niveau de l'Union européenne, et ça coûte excessivement cher, de par ce fait de rémunération et de par ce fait de système de pension, d'allocation familiale qui finalement sont impayables et de plus en plus chers. Il faut savoir aussi que ces gens-là, moi j'ai regardé les grilles salariales, vous pouvez regarder, elles sont publiées, donc vous avez une grille salariale qui va du statut 1 au statut 16, je pense qu'il y avait 16 grades, et dans chaque grade vous avez 5 subdivisions. Donc c'est des échelons que vous passez tous les 2 ans. Donc en fait, vous pouvez être de grade 1 avec 0 ans d'ancienneté, et puis quand vous en avez 2, vous passez grade 1, on va dire, et puis 2, et ainsi de suite. Et à chaque grade, il y a une augmentation de salaire qui est notée, qui est totalement automatique. Et nous autres, on nous fait chier avec l'index. Mais bon, comme on voit, ce qui nous applique à nous, c'est ça qui est scandaleux aussi, c'est qu'on n'a même pas voté pour eux, et ils nous imposent tout ça, alors qu'eux vivent grand train. C'est dingue, alors on va vous dire, oui, mais ça ne coûte que 2 ou 3 euros par an, par Européen, parce qu'on est nombreux, mais et alors, c'est parce qu'ils ont trouvé le moyen de raqueter tout le monde que moi je ne suis pas d'accord de payer pour ces gens-là. Quand on va dans la merde qu'ils nous ont mis, très sincèrement, voilà, ça coûte très cher l'Union européenne. J'ai regardé, je vous montrerai aussi ça, j'ai fait toute une série de graphiques. Ils vont tous dans le même sens, absolument tous. Je vais vous en montrer un qui est bien, voilà, l'évolution de la dette.
l'évolution de la dette, vous voyez, ici ça a déjà commencé, mais on a déjà eu des problèmes quand l'euro a été lancé. Regardez au traité de Lisbonne, ça monte. Et ce sont des chiffres que j'ai repris de la Banque nationale. Hein. Ces chiffres qui sont publiés. Regardez le solde primaire en millions d'euros. On a toujours été en positif jusqu'ici. Donc on était en 2008, on était encore en positif. Regardez-moi cette chute vertigineuse. On est passé d'un solde primaire de 15 milliards d'euros à un solde primaire de moins, de moins 7 ou 8 milliards. Tout ça, à un moment donné, il faut quand même bien se rendre compte d'où ça vient. Cette mise en concurrence, à un moment donné, ne nous convient pas, tout simplement. C'est du racket et puis c'est tout. Et pour bien vous prouver que l'Union européenne coûte cher, je vais vous montrer qu'il n'y a pas que la Commission. Hein. Donc j'ai noté ici, donc il y a une multiplication de services invraisemblable. Donc j'ai noté 15 institutions européennes, je les ai trouvées sur le site de l'Union européenne. Donc il y a le Parlement, le Conseil européen, le Conseil de l'Union européenne, la Cour de justice, la Commission, la Banque centrale, la Cour des comptes, le Service européen pour l'activité extérieure, le Comité social et économique, le Comité des régions, la Banque d'investissement, le Fonds européen d'investissement, le médiateur, le contrôleur de protection des données et les services interinstitutionnels. On fait 15. Mais parallèlement à ça, il existe encore des agences européennes, ils appellent ça, j'en ai répertorié plus de 40. Alors là, il y a de tout et c'est interminable. Hein. Donc je vais en citer quelques-unes. L'Agence européenne des produits chimiques, Centre de prévention et contrôle des maladies, l'Agence européenne des médicaments, Europol, l'Autorité européenne des marchés financiers, le Centre de traduction de l'Union européenne, ça aussi. Le Centre de traduction, je crois qu'il y a plus de 600 traducteurs qui travaillent à temps plein et plus de 500 combinaisons de langues différentes. Enfin, c'est un truc de malade qui coûte un porte-avions. Enfin bon, voilà, contrôle des pêches. Enfin, on pourra encore allonger la liste, il y en a plus de 40. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces services redondants coûtent énormément à la collectivité. J'en ai pris un au hasard, qui est le Conseil économique et social. Alors, j'ai regardé au niveau des rémunérations, parce que ce qui est bien à l'Union européenne, c'est que tout est marqué. Si vous allez sur le site de l'Union européenne, vous avez même les exemples de contrats, on vous explique les barèmes salariaux, etc. Vous savez tout reconstituer. Pour ça, il y a cette clarté, parce que les gens ne regardent jamais. Donc, ils n'ont vraiment pas à s'en faire. On leur dit tellement tous les jours que c'est magnifique. Donc, au niveau du salaire, c'est zéro. Donc, on se dit, bah oui, ces gens-là ne sont pas rémunérés. Ah bah oui, ça c'est bien. Mais par contre, ils ont droit à une indemnité journalière de 233 euros. Donc si on fait une moyenne de 14 jours de travail, ça nous donne 3263 euros. Indemnité non taxable, évidemment. Ensuite, ils ont droit à un hôtel, enfin, frais de logement, hôtel, 130 euros par jour. Donc sur base de 14 jours, ça fait 1820 euros. Et alors, ils ont un additionnel de logement de 30 euros. Bon, ça, je ne sais pas ce que c'est, à mon avis. Certainement pour le petit remontant de fin de journée. Donc ça nous fait 5502 euros, plus les remboursements de frais de transport. D'accord? Et cet organisme-là, dont personne n'a jamais entendu parler, et qui ne doit certainement pas sortir énormément de rapports, et de toute façon, je ne pense pas que ça serve à quelque chose, le service est composé de 344 membres, plus 800 fonctionnaires administratifs. Okay? Donc il y a 15 institutions, et ça, ce n'est jamais qu'une agence. Il y en a plus de 40, vous imaginez le coût. Tout ça est pris sur nos portefeuilles. Ça, il faut bien le comprendre, parce que l'Europe ne produit rien que dalle. Elle ne produit rien, l'Europe. Elle ne vit que parce que les pays leur donnent. Voilà. C'est comme ça. Alors, je voudrais quand même bien vous parler encore d'autres choses. Il faut savoir que si l'Europe a été constituée comme ça, c'est pas un projet. C'est pas un projet qui date d'aujourd'hui. C'est un projet qui a été mis en place après la guerre via le traité de Rome. Voilà. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qui était à la tête, qui a signé le traité de Rome. Et pourquoi est-ce que ça a été signé? Ça, c'est une bonne question à se poser. Bien, moi, je me suis posé la question. Et j'ai trouvé sur le site de l'Union européenne, dans les fondateurs, un certain Walter Hallstein. Ce gars est très très intéressant, je dois bien dire que je suis un peu tombé sur le cul. Donc j'ai appris que ce Walter Hallstein était un juriste allemand nazi
doyen de l'université de Rostock et membre du parti nazi. En 1938, il est envoyé par Hitler en Italie pour négocier avec Mussolini les termes d'une construction européenne. L'idée centrale réside dans le fait que l'Europe devrait être dirigée par une institution n'ayant de compte à rendre à personne. L'idée reprise dans le propre livre qu'il a écrit. Il est arrêté en 1944 à Cherbourg et est recyclé par les USA. Il participe à l'élaboration d'une instance européenne et est un des pères fondateurs du traité CK et ensuite du traité de Rome. Il fut le premier président de la Commission européenne. Ce serait peut-être intéressant d'aller vous renseigner sur ce monsieur, Walter Hallstein. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a des documents d'époque qui ont été publiés, ça a été déclassifié, et vous verrez que ce gars est un nazi, clairement. Et vous pouvez trouver des photos de lui signant le traité de Rome facilement sur Internet. Voilà, il faut aller sur des sites un petit peu d'informations alternatifs, et le pire c'est qu'on n'est pas gêné de le dire, il l'affiche carrément clairement sur le site. Mais c'est pas le seul, hein. J'ai vu une photo sur le site, je crois que c'était eu-fat.org. J'ai vu une photo sur laquelle, dans la légende, il était mis Walter Hallstein, je les ai notés, Ludwig Erhard, Ludwig Westrick, Karl Karsten et Karl Günther von Haas. Ludwig Erhard, lié au cartel IG Farben. Ancien PDG de Bayer, c'est lui qui les a réhabilités tous après la guerre. Karl Karsten, membre des troupes SA. Karl Günther von Haas participe aux campagnes de Pologne, France, Russie. Enfin, c'est très inquiétant tout ça. Mais en tout cas, l'idée centrale depuis le départ a été et c'était déjà l'idée de Walter Hallstein à l'époque, que l'Europe devait être dirigée par une institution qui n'avait de compte à rendre à personne. D'ailleurs, je vais vous lire l'article 9 du traité CK, qui était la communauté économique du charbon et de l'acier. Et je vais vous lire... Bon, je crois que j'ai même pas besoin de le lire tout, mais voilà. Au niveau de la Commission européenne, l'article 17 nous dit ceci. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leurs compétences générales et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toute garantie d'indépendance. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ça, c'est l'article 17. Eh bien, déjà en 1951, l'article 9 du traité CK disait ceci. Les membres de la haute autorité exercent leurs fonctions en pleine indépendance. Dans l'accomplissement de leurs devoirs, ils ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun organisme. Chaque État membre s'engage à respecter ce caractère supranational et à ne pas chercher à influencer les membres de la haute autorité dans l'exécution de leurs tâches. Donc on voit bien que depuis 1950, c'est un projet qu'on nous a imposé et qui est... Voilà, on le voit bien, même dans les différents gouvernements. Je terminerai par ça. Ici, voilà, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas le choix. Et d'ailleurs, on le voit, ça s'est vu directement quand il y a eu le traité de Maastricht. On a fait voter les Français en 2005, ils ont voté non, je l'avais noté aussi ça. En 2005, ils avaient dit non à 55%. En 2008, à Lisbonne, leurs représentants votent oui à 84%. Les Pays-Bas disent non à 62% en 2005. En 2008, leurs représentants disent oui à 76%. En Irlande, alors là c'est fort, le vote de 2005 a été annulé, puisque déjà la France et les Pays-Bas n'ayant pas accepté, on s'est dit, ils se sont dit on ne va pas encore rajouter une couche, donc ils ont carrément annulé le vote. Ensuite, en 2008, les Irlandais ont voté non, ils ont voté non. Mais ça n'allait pas, ils ont dû revoter, donc après une campagne médiatique, un bon gros abattage médiatique, et finalement, ils ont voté oui, ils sont rentrés dans l'Union européenne. Voilà, et les référendums ne sont pas les bienvenus, en tout cas ils ne sont plus les bienvenus, ça il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte, la façon dont se passent les choses, les référendums ne sont pas les bienvenus. Parce qu'il ne faut pas que le peuple se rende compte que les gens en ont marre de l'Europe. On ne doit pas les laisser s'exprimer. D'ailleurs, j'ai noté des exemples que j'avais. En Grèce, Papandréou était au pouvoir en 2010. En 2010, quand il est arrivé, il a découvert un État qui n'allait pas bien. Il a dû l'annoncer à son gouvernement. Ils ont pris des mesures d'austérité pour essayer de redresser la barre. Ils ont demandé une aide au FMI
et à l'Union européenne de 110 milliards remboursables sur 3 ans. Et les mesures d'austérité ont continué. Alors, bon, à un moment donné, le peuple s'est un petit peu retourné contre lui parce qu'il se sentait vraiment trop étranglé. Et là, à ce moment-là, Papandréou a voulu faire un référendum sur la façon dont ils allaient sortir de la crise. Que s'était-il passé? Eh bien, dès que le bruit de référendum s'est fait entendre, les marchés, les bourses ont chuté, l'Union européenne a mis la pression, et du coup, Papandréou a dit bah, ok, on ne va pas faire de référendum, et à partir de là, il n'a plus qu'à démissionner, puisque le peuple était absolument furieux contre lui. Et ensuite, il a été remplacé par Lucas Papadimos. Alors lui, il a une belle histoire aussi, donc on l'a mis lui à la place de Papandréou, et il fut entre 1994 et 2002 le gouverneur de la Banque centrale de Grèce. Oui, c'est ça, de la Banque centrale de Grèce, et qui a participé donc, au trucage des comptes. Le fou à la tête du pays. Donc, le gestionnaire de la dette grecque était Peter Christodoulos. Le gestionnaire de la dette grecque, Peter Christodoulos, ex-trader de la firme. Entre-temps, la Grèce est rentrée dans l'euro sur base d'informations mensongères, et ça nous a coûté 380 milliards. Voilà. Et à qui est-ce que ça a profité? Au Grand Banque, à Goldman Sachs qui a finalement... en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont truqué les comptes avec leurs amis des agences de notation. Ils ont fait passer la dette grecque pour de l'or alors que c'était de la merde. Et en plus, ils ont misé contre, donc ils ont empoché sur la chute des actions grecques, sur la chute des titres. Enfin, ils ont fait un bénéfice super et finalement, ils ne sont même pas condamnés. Et voilà. En Italie, pareil, hein, donc lui, il a été mis dehors, enfin il est parti parce qu'il ne supportait plus la pression populaire, il devait poser des mesures d'austérité, il n'a pas tenu le coup. Mais alors celui-là qui l'a remplacé, c'est Mario Monti, qui était déjà commissaire européen avant, et qui a été internal advisor pour la banque Goldman Sachs à partir de 2005, et également membre de direction du groupe Bilderberg. Comme quoi, les copains, on sait bien où les placer, hein. L'Ukraine, ça a été pareil. Une fois qu'Yanukovych n'a plus voulu faire de pacte avec l'Europe, il a été persona non grata et on l'a jeté dehors en faisant un coup d'État. Il ne faut pas avoir peur de le dire. J'en reparlerai peut-être si les gens me posent des questions, mais de toute façon, ça a été un renversement et puis c'est tout. On l'a vu de toute façon en Grèce, on l'a vu là-bas, c'est exactement pareil. D'ailleurs, maintenant, ils sont en train de nous dire que les Russes, que Poutine est un dictateur, etc. Alors qu'en fait, le gars... dans les derniers sondages, il y avait encore 85% qui auraient voté pour lui. Ce qui est marrant, c'est d'entendre ça de la bouche de Hollande, par exemple, qui lui n'a même plus 5%, ou il a peut-être encore 15% de confiance, et il se permet de... Comment dire? Il se permet de faire des remarques aux autres. Enfin, c'est vraiment le monde à l'envers, je vous le dis. Et par rapport à la gangrène qui est là-bas, il faut savoir, ça je l'ai noté aussi, au niveau du Parlement européen. Donc, le TPN, c'est un regroupement en fait qui a été constitué de personnalités qui sont influentes dans des plus grandes multinationales au monde. C'est un cercle, si vous voulez, une organisation. Et j'ai mis donc ici, il y a Nestlé, BASF, British Petroleum, Citigroup, Boeing, enfin ce sont toutes des boîtes énormes. Et ce TPN accueille également des membres, des élus de partis politiques. Donc du côté américain, il y a 32 membres de la Chambre des représentants et 5 sénateurs qui sont membres de ce groupement-là. Grosse société. Et côté européen, l'adhésion est plus forte. C'est 60 députés européens qui font partie de ce groupement-là. Donc quasiment 10% du Parlement européen qui est carrément lié directement aux grosses multinationales. Donc, je peux vous dire que ça risque pas de bouger. D'ailleurs, il précise aussi dans l'article que sur les 22 commissions que compte le Parlement européen, un tiers est présidé par des membres du TPN. Affaires juridiques, développement régional, marché intérieur et protection des consommateurs, affaires économiques et monétaires, budget évidemment, contrôle budgétaire, affaires étrangères, commerce international. C'est quand même des fameux cabinets qui sont occupés par des gars qui sont... qui ne vont pas bosser dans l'intérêt des peuples, c'est clair et net, quoi. Clair et net. Alors concernant le marché transatlantique, donc j'ai regardé comment est-ce que ça s'était passé. Donc quand ils ont voulu lancer le marché transatlantique, à l'initiative des députés de gauche,
Et les Verts, ils ont demandé en fait de faire une étude d'impact d'incidence sur le marché transatlantique. Donc ils avaient estimé qu'avant d'aller négocier tout ça, il aurait peut-être fallu voir quel allait être l'impact sur les peuples et sur notre marché à nous, sur nos commerces, sur nos entreprises. Mais bizarrement, le Parlement a refusé. Donc 488 non, 111 oui, 3 abstentions. Donc ils ne veulent pas s'occuper de ça. Ça ne les intéresse pas. Ensuite, les Verts ont proposé 2 amendements. Le premier amendement, en aucun cas il ne pourra aboutir à accorder davantage de droits aux investisseurs américains qu'aux investisseurs domestiques. Donc ils demandent simplement qu'on ne donne pas plus d'avantages aux Américains qu'aux Européens. Étant donné que c'est quand même la Commission européenne qui négocie, normalement ça devrait aller de soi, mais enfin, on leur fait tellement confiance qu'on demande pour mettre ça dedans. Et le deuxième point qu'ils avaient demandé, ils ne pourraient pas non plus permettre aux multinationales et investisseurs privés de porter plainte contre les États pour exiger des dommages et intérêts dès qu'ils estimeraient lésés par une politique publique contrevenant aux futures règles du marché transatlantique. Donc en fait, c'est pour ne pas que les États se fassent attaquer s'ils ne respectent pas le traité. Et à ce moment-là, ce seraient les multinationales qui pourraient évidemment aller devant la Cour de justice européenne, qui, je vous ai dit, a été écrite par Ofus, qui est un spécialiste des brevets, et l'État risque d'être condamné quasiment à tous les coups, on peut dire ça, parce qu'ils ont fait le même traité entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Je crois que le Canada a été attaqué 30 fois, et ils ont perdu, laissez-moi réfléchir, c'est 30 fois je pense, ouais. Ils ont perdu chaque fois. Et là aussi, malgré ces 2 mesures-là, le Parlement européen a rejeté ça. Pourtant, c'était que du bon sens. À 348 non contre 225 oui. Il restait le vote final qui... Alors, il fallait accorder un mandat de négociation. Voilà les points qu'ils ont votés. Donc, ça excluant tout débat public préalable. Donc, on n'en parle pas avec les gens. Toute étude d'impact indépendante préalable, donc on ne peut pas faire d'étude d'impact indépendante, demande à ce que la culture soit exclue des négociations, pouvant aller jusqu'à accorder aux investisseurs et sociétés privées le droit de porter plainte contre les États. Donc voilà. Pour leur sortir de l'argent. Donc en fait, le Parlement a malheureusement dit oui. Voilà. Donc là, en fait, le Parlement a dit oui pour que la Commission négocie en secret avec les Américains pour le traité transatlantique. Le Parlement n'a même pas vu dessus, mais enfin bon, comme je vous l'ai expliqué, le Parlement n'a strictement rien à dire. Il est juste là pour faire du brouillard et nous faire croire que nous sommes dans la démocratie. Quant au Conseil de l'Union européenne, ils ne se mettront pas d'accord comme d'habitude, donc ce sera la Commission qui décidera in fine. Voilà, moi je pense qu'il faut sortir de ce système de l'Union européenne. Je vais terminer avec une citation de De Gaulle, qui avait déjà vu clair, c'était dans 1960. Il avait dit « Y a-t-il une Allemagne, une France, une Hollande, une Belgique qui soit prête à faire sur une question importante pour eux, ce qui leur permettrait mauvais parce que cela leur serait commandé par d'autres? Est-ce que les peuples belges, italiens, allemands, français seraient prêts à se soumettre à des lois que voteraient des députés étrangers dès lors que ces lois iraient à l'encontre de leur volonté profonde? Il n'y a pas moyen actuellement d'une minorité étrangère puisse convaincre des nations récalcitrantes. Il est vrai que dans cette Europe intégrée, comme on dit, il n'y aurait peut-être pas de politique du tout. Cela simplifierait beaucoup les choses. Et puis en effet, dès lors qu'il n'y aurait pas de France, pas d'Europe, qu'il n'y aurait qu'une politique, il faut qu'on puisse en imposer une à chacune des 6 États. On s'abstiendrait d'en faire, mais alors peut-être tout ce monde se mettrait à la suite de quelqu'un du dehors qui de lui en aurait une, de politique. Il y aurait peut-être un fédérateur, mais il ne serait pas européen, et ce ne serait pas l'Europe intégrée, ce serait tout autre chose, de beaucoup plus large et de beaucoup plus étendu, avec, je le répète, un fédérateur. Il faut savoir que ce fédérateur dont il parle ne sont d'autres que les Américains. D'ailleurs, on le voit bien avec le conflit dans lequel on s'enlise avec l'Ukraine. On n'a absolument aucune raison d'attaquer la Russie. Et on se met dans des difficultés de nouveau via cette commission, c'est dingue. Et alors le discours de Jacques Chirac, et je terminerai par là, cette Europe de l'impuissance, cette Europe ouverte comme une passoire à toutes les crises du monde, cette Europe non européenne mais dominée par des intérêts germano-américains, cette Europe du chômage importé, cette Europe mollusque sans corps et sans dessein véritable,
cette Europe où les sociétés multinationales dictent leurs lois aux États, cette Europe où la France serait engluée comme dans un marécage, je le dis avec calme et détermination, cette Europe-là, nous ne l'accepterons jamais. Comment est-ce que nos hommes politiques qui voyaient clair à l'époque ne voient-ils plus clair maintenant? Je n'en sais rien. Bonne soirée à tous.